Xavier Tedeschi, bonjour. Bonjour, Ouais, merci de nous accorder un petit rendez-vous visio. avec Donc, plaisir. Xavier, on va se tutoyer, hein, on se Oui, tutoie. Donc, écoute, donc tu es DRH du groupe Inotera, c'est 800 salariés en France, 1200 dans le monde, c'est un groupe pharmaceutique, tu vas expliquer davantage que moi. Euh, donc, on va discuter un peu sur comment toi, en tant que directeur de relations humaines, donc, tu as un peu appréhendé la situation de crise pandémique chez Inotera. Et pour commencer, on va voir dans quelle mesure. Donc, Inotera, c'est une entreprise familiale, hein, un groupe familial. Vous avez eu une situation, vous avez vécu une situation complexe dans la situation dans laquelle on sort. Dans quelle mesure, avec les partenaires sociaux donc, de d'Inotera, il y a des sujets comme un temps partiel négocié, les accords de performance collective, voire PSE, sont posés sur la table avec les organisations syndicales. oui, alors effectivement, on est un groupe pharmaceutique, indépendant, familial, avec 2 grandes activités, plus une, on va dire deux grandes et une plus mineure, mais qui a joué un rôle important, dans ces périodes, difficiles, et ce qui va expliquer d'ailleurs la difficulté dans lequel, nous étions. On a une activité de médicaments qui a parfaitement, continué à produire, à vendre, à travers le monde puisque nous sommes dans 130 pays. Les médicaments, ils sont tous produits en France, dans la banlieue de Blois, dans le Loir-et-Cher. Donc cette usine a continué à tourner pendant toute cette période de confinement et de covid. Nous avons une activité de compression, veineuse, les bas et chaussettes, de contention, qui elle s'est complètement arrêtée puisque, les patients, et même le corps médical avaient d'autres, sujets, que, la maladie veineuse dans cette période troublée. Donc l'usine s'est complètement arrêtée et puis on a une troisième activité qui est l'hygiène hospitalière. Inutile de te dire, la la progression, exponentielle du chiffre d'affaires, en matière d'hygiène hospitalière pendant toutes ces périodes. Donc une usine qui tourne, une usine qui s'arrête et l'autre qui bosse 24 heures sur 24. On est passé en 3-8, on a embauché du monde, on a été chercher du monde qui était touché par les mesures de chômage partiel dans l'usine de contention pour les faire travailler s'ils le souhaitaient dans l'usine d'hygiène hospitalière. Donc voilà, on s'est retrouvé en fait devant le panorama le plus complet qu'on avait, aggravé par le fait que nous sommes dans 130 pays et que nous avons suivi, les évolutions législatives et les accompagnements de 130 pays à la vitesse, de la propagation du virus. Heu, D'ailleurs pour les États-Unis et l'Amérique du Sud, on y est toujours, par exemple. Et donc, grâce à une histoire sociale, qui est liée certainement, au caractère familial de l'entreprise. On a une habitude de grande transparence. Alors c'est pas de la démagogie, c'est vraiment de la transparence. On anticipe, les problèmes, on a toujours anticipé les problèmes. On a toujours posé les difficultés sur la table, bien avant et au-delà de la législation, qui nous permet d'avoir à la fois une confiance réciproque dans le corps social, dans les acteurs sociaux, et à la fois, de jouer notre rôle, de défense des salariés, d'adéquation avec les objectifs de l'entreprise et cetera et cetera. Donc cette période, compliquée, pour nous n'a été que l'illustration, d'un dialogue social, voilà, serein, adulte, on se dit les choses et on construit ensemble. Dans une période où le ministère annonçait des mesures le lundi avec des décrets le vendredi qui parfois allaient à l'encontre de la législation. J'ai béni les dieux, mes prédécesseurs et mon président qui ont instauré, ce dialogue riche quoi. Ça facilite, par rapport à d'autres collègues que j'entendais les pauvres, voilà, moi j'ai pas à me plaindre et j'ai voilà de ce dialogue. Ok. Mais alors, est-ce que vous parlez actuellement de temps partiel négocié, longue durée, d'APC, de PSE? Pas du tout. Les usines sont reparties.
Alors c'est marrant parce que ça montre la solidarité économique du groupe, hein. L'usine de contention est repartie, de plus belle parce qu'effectivement, la maladie veineuse continue à faire son œuvre, hélas et donc les gens, sortis du covid, ou du déconfinement ont repensé à se s'offrir des dispositifs médicaux dans ce sens, et donc l'usine est repartie de plus belle. L'hygiène hospitalière continue, tranquillement, ses avancées et c'est l'usine de médicaments qui, elle, commence à décliner un peu dans sa production parce que, bah, vous entendez à la radio, la Russie, les États-Unis, quelques retours en Chine, tous des pays où nous travaillons et nous distribuons des produits. Donc à chaque fois, on arrive à équilibrer, qui fait que non, on n'a pas de chocs sociaux, on n'a pas de PSE, on n'a pas tout ça. Il y a une vraie volonté, des gens de reprendre le boulot, de revenir, de se retrouver. Enfin, alors j'ai conscience que ça fait un peu bisounours, mais c'est comme ça que ça se passe chez nous. Ouais, et d'ailleurs, en préalable, là, quand on préparait l'entretien, là, tu me disais qu'une des valeurs une des valeurs d'Inotera, c'était de ne pas s'engager à garantir l'emploi. Ah oui, C'est on a paradoxal un quand même. corpus, ouais, on Ouais, a un corpus de 10 valeurs. ouais. Certaines sont très classiques, d'autres sont atypiques, dont celle-là qui commence par: «Nous ne pouvons pas garantir l'emploi, donc nous devons garantir l'employabilité». Autrement dit, la promesse, c'est quand vous rentrez chez Inotera, vous ressortez plus riche que vous n'êtes rentré en termes de compétences et de savoir-faire. Et on a, un budget deux fois plus un budget de formation 2 fois plus important que la moyenne française. Je suis en train de développer une université. Bon, ça, c'est pas très original, mais on ne l'avait pas. On est en train de la structurer et de la développer à la fois en présentiel et en virtuel. Voilà, toutes des choses, on s'interroge sur, les parcours, diplômants puisque, vous l'avez compris, la CVE, la contention veineuse, c'est un métier de tisserand. On tisse du tissu technique. On s'est installé à Dessin, on s'est installé dans un bassin, des Vosges, qui a connu un énorme déclin, du textile, hein, aussi fort que le charbon ou l'industrie, l'acierie. Et donc parce qu'on savait qu'il y avait une culture textilière dans les Vosges, on a installé notre usine là. On est devenu le 1er recruteur des Vosges. Mais alors effectivement, il y a cette culture de textile, mais il y a plus de métier du textile. Les grands-parents et les parents actuels de nos collaborateurs, ont hélas été touchés par des PSE dans les années 90, qui faisaient que certainement que dans les familles vosgiennes, on disait: «Si tu travailles pas bien à l'école, tu iras dans le textile». Et donc aujourd'hui, il y a plus d'école, il y a plus de formation de textile. Donc on recrute tout azimut des gens qui ont cette culture-là, dont les parents, les oncles, les grands-mères et cetera ont travaillé dans le textile jadis et qui, ont la fierté de faire renaître des compétences. Sauf qu'ils les ont pas et il faut les former quoi et c'est beaucoup, beaucoup de formation interne, énormément. Et Entendu. donc, on est en train de réfléchir à dire, mais tout ce potentiel-là ne peut-il pas être valorisé dans un certificat, dans des diplômes, etc. Donc, c'est passionnant, mais c'est de longue haleine, surtout dans la révolution que connaît la formation aujourd'hui. Ouais. Donc, l'employabilité, c'est de l'investissement. On est Ouais, d'accord. énorme. En temps, en argent, en moyens, avec des équipes en expertise, on a intérêt d'être entouré par de bons experts en formation en interne. OK. Alors, pour revenir là sur tu disais, on a un dialogue social qui n'est pas forcément bisounours, une entreprise familiale, relation Mm, de confiance. mm, Pour autant, ce qui est intéressant à noter dans le cas d'Inotera, c'est que les élus du CSE missionnent pour autant des experts sur l'analyse des comptes, etc. La exactement. confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà. C'est exactement ça. C'est tout à fait la phrase. C'est voilà, c'est ça. Ça illustre ça. C'est Mm. pas parce qu'on se fait confiance, c'est pas parce qu'on se parle librement des amours et des emmerdes que une fois par an, il n'y ait pas un rendez-vous d'un tiers qui vient valider ou invalider ce qu'on a travaillé, présenté, proposé durant toute l'année à travers les objectifs stratégiques triannuels, etc., etc. Et donc voilà, c'est intéressant. Ça conforte, ça conforte le degré de confiance qu'on a parce qu'il y a peu de choses à revoir ou
ou des choses à remettre en cause. Voilà, donc ça renforce le dialogue. Et j'en veux pour preuve que l'année dernière, j'ai eu la petite saveur sucrée, la petite douceur sucrée de m'entendre dire que l'auditeur avait réussi à faire moins bien que nous en termes de communication. Et que voilà, donc c'était pour la petite blagounette. Mais oui, oui, je pense que c'est important qu'il y ait ce rendez-vous. C'est Ouais. important. OK. Alors, avant le juste a alors c'était un peu un alignement des ça tombait bien quelque part, enfin c'est synchro. Juste avant la crise épidémique, Inotera, vous avez lancé un baromètre, Oui, de climat social, oui, avec la volonté d'aller très fin au niveau du terrain, oui. d'impliquer le management dans la restitution, le chef d'équipe et Mmh, cetera. mmh, Donc mmh. vous l'avez lancé juste avant la crise. Là, les restitutions commençaient à se faire au moment de la reprise. Mmh. Toujours est-il, là, vous avez les résultats à froid de ce que ça donnait, avec un ton de réponse, je crois qu'il y avait plus de 90% des salariés qui ont répondu, hein, donc vous avez Mmh. vraiment une masse de réponses à analyser que vous avez analysées. Et donc, ça a conforté des points positifs, mais ça a également mis l'accent sur des points d'alerte que vous aviez pressentis, Mmh. notamment managériaux. Et dans quelle mesure, bah, quelque part, ça tombe bien parce que c'est le moment dans le contexte, enfin, dans la situation, de les illustrer, de les mettre, ben voilà, de leur donner encore peut-être plus de sens maintenant. Ouais. Mmh. Tout à fait. On a été stoppé en plein vol. On avait donc fait ce baromètre, comme tu l'as dit, avec plus de 90% de participation volontaire, avec de très belles choses. J'avais choisi cette méthode parce que, comme tu le disais, elle descendait très, très dans les équipes, hein. Des équipes à partir de 6-8 personnes. Donc c'est pas un passage en rase-mode sur l'entreprise, mais c'est vraiment une analyse service par service avec une méthode d'un cabinet qui fait ça et qui est reconnu sur la place. Heu et donc on était en train de démarrer la restitution par les commerciaux, et quand on a été arrêté. Mais faut toujours trouver des points positifs à l'adversité. Hem, Ça nous a permis cet arrêt-là et cette crise, ça nous a permis de réfléchir à nos points faibles. On avait, des tops et des flops. Heu, les tops étant, l'entraide entre collègues, ça a bien marché on l'a vu l'illustrer pendant le covid, hein. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui volontairement ont été travailler, dans l'atelier d'hygiène hospitalière alors qu'ils auraient pu rester tranquillement, au chômage technique. Il y en a d'autres, nos couturières qui ont dit: «Mais nous, on sort du chômage technique, on a envie de construire des masques» et cetera. Donc elles sont venues construire des masques, qui nous ont permis de les distribuer gratuitement aux EHPAD, à nos salariés et cetera. Enfin voilà, donc vous voyez l'entraide, est un top. Il y avait la fierté, la qualité de produit, il y avait, le fait que nos salariés considèrent que nous sommes une entreprise, sécure et que, ils n'ont pas, d'angoisse particulière sur, mais comme, bon nombre de laboratoires pharmaceutiques, hein, on n'est pas une exception, mais enfin, ils n'ont pas l'angoisse particulière tous les matins de se dire: «Si ça se trouve, ce soir, je rentre, j'ai plus de boulot». Et puis, autre top, c'était qu'ils reconnaissaient, une autonomie importante dans la réalisation de leur travail et donc dans leurs relations avec les managers. Il y avait des flops et c'est ceux-là qu'on a pu vérifier, durant, le covid. Notamment, sur, la posture et l'exemplarité, de la hiérarchie autour de nos valeurs et de nos comportements. On est vraiment une boîte humaniste. Moi, je suis un jeune DRH et un très vieux consultant. C'est vraiment une boîte humaniste. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je l'ai rejoint et que j'ai mis un terme à ma carrière de consultant. Et donc, l'exemplarité, les valeurs, le corpus des valeurs, l'engagement, la raison d'être, la mission, tout ça, c'est important chez Innotera. Et là, on avait, quelques faiblesses. Et je vais prendre un exemple très précis. Hem, nos salariés ne se posaient pas la question sur la raison d'être de leur job.
Je me lève le matin, je sais pourquoi je me lève le matin, je sais ce que je fabrique, je sais à quoi ça sert, je sais à quoi ça répond comme pathologie, et cetera, et cetera. Pas de sujet. Le vrai sujet, c'était: mais finalement, quelle est la raison d'être de l'entreprise? Je sais que c'est une question à la mode. Moi, je l'ai jamais traitée à la mode. Elle m'a sauté à la figure par ce baromètre, en disant: «Mais finalement, pourquoi Inotera?» puisqu'elle dit, et c'est vrai, que nous sommes en croissance interne sur le médicament et en croissance externe sur le dispositif médical, mais pourquoi s'occupe-t-elle exclusivement des pathologies quotidiennes de la femme en particulier? Ça leur semblait, enfin, ils n'avaient plus la réponse, quoi. Pourquoi ils font ça et pourquoi ils font pas autre chose et pourquoi ils s'intéressent qu'à ça, notamment quand ils sont dans la croissance externe. Et c'est vrai que cette mission de s'occuper des pathologies quotidiennes, des maladies veineuses et gynécologiques, ça nous guide dans nos croissances externes, quelles que soient ensuite les opportunités économiques dans d'autres domaines, mais ça questionne, hein. Par exemple, dans une société comme la nôtre, pour être très précis, on se dit: «Mais pourquoi, ils ne s'intéressent pas aux compléments alimentaires?» Ça marche bien, c'est pas loin de ce qu'on fait, c'est pas loin de la pathologie du quotidien qui se traite aussi par complément alimentaire, et cetera. Ouais, mais enfin, ça a rien à voir avec les maladies veineuses et gynécologiques. Donc, on écarte les dossiers. Donc, il fallait qu'on recentre l'entreprise, il fallait qu'on réexplique ou qu'on développe la raison d'être d'Inotera. Et à travers ce qu'on a connu dans le confinement, déconfinement aujourd'hui, et cetera, c'est devenu un axe important pour réengager. Le président avait depuis longue date l'idée de développer une fondation qui permettrait aux salariés d'Inotera de pouvoir s'engager à travers une raison d'être. Et donc, qui est en fait la raison d'être d'Inotera, c'est pour être mieux au quotidien, hein. On s'occupe des pathologies au quotidien pour que nos clients, nos patients, l'humanité soit mieux dans leur quotidien. Alors c'est vrai que parfois c'est un peu de petits bobos, hein, mais quand on a un rhume ou quand on a des maladies veineuses, c'est enquiquinant toute la journée. Donc on s'est dit, bah, nous, notre job, finalement, en toute modestie, bah, c'est de rendre les gens mieux dans leur quotidien. Et donc la fondation, la réflexion qu'on a, c'est comment on engage et on propose d'engager l'entreprise et nos salariés dans cette raison d'être. Et on l'a choisi comme réengagement après le Covid. On a accéléré le projet, il devait se dérouler dans 2 ans. Il a déjà démarré à travers des groupes de volontaires, et cetera, pour qu'en septembre, quand on reprendra la communication sur le baromètre social, il y ait cette grande action qui va de l'aide associative, mais il y a aussi de l'investissement social. Le président a choisi, par exemple, qu'un pourcentage de l'investissement industriel soit consacré à l'investissement social à l'intérieur de l'entreprise. Voilà, Ok. un exemple très précis de la liaison entre nos orientations stratégiques, notre raison d'être, nos valeurs et puis cette crise heu, du covid. Alors et sur le management, alors là on était, sur le sens, mais sur le management, la faiblesse sur le management, dans quelle mesure elle s'est étayée et elle s'est révélée et comment tu t'y prépares? C'est certainement la question la plus délicate parce que c'est trop facile moi je me méfie toujours des attaques contre le management. Manager, notamment dans la proximité, c'est un métier quand même super dur qu'on a appris à personne. Inotera, il coupe pas à la règle que, nos managers, ils sont, souvent issus, d'une carrière à l'intérieur de l'entreprise qui est plutôt, une montée en expertise qui, à un moment donné, est valorisée par un poste de management, sans que l'individu soit l'intéressé, soit préparé. Donc on a, comme toute entreprise française, cette difficulté de se dire qu'on n'a pas des managers formés. Donc où on n'a pas pris le temps de former nos managers et on n'a pas vérifié qu'ils soient vraiment dans capacité de manager. C'est pas parce que tu es un bon expert, même un excellent expert, que tu deviens tout d'un coup un excellent manager. Donc ça pose la question de la gestion des talents, je ferme la parenthèse. Et donc nous, on est face à cette situation-là aussi, c'est de dire qu'il y a des managers, ben, ils font un peu comme ils peuvent, et c'est à ça qu'il faut que je m'attelle.
parce qu'effectivement, après de cette situation-là, on peut dévier sur l'exemplarité, sur la posture, et cetera. Alors oui, on s'est pris un tacle. L'observatoire nous a L'observation nous a mis un tacle. Donc il faut absolument qu'on y vienne et je pense que je vais l'aborder comme j'ai abordé la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On a lancé un projet mondial, sur les commerciaux. On a démarré par les commerciaux. Un projet qu'on a appelé Octave. Alors pourquoi tout le monde me dit: «Mais pourquoi vous l'avez appelé Octave comme l'empereur romain?» Non, non, c'est je m'adresse aux musiciens et une octave, ça permet de jouer, une gamme au-dessus et c'est vraiment ça que je voulais en lien avec la valeur, on peut pas garantir l'emploi, mais on doit, garantir l'employabilité. Donc c'est comment chaque couche du corps social va pouvoir désormais jouer une gamme au-dessus. Donc on a commencé, par, les commerciaux avec une démarche classique, hein, auto-évaluation, mesure des écarts entre le poste actuel et le poste de demain et puis, parcours de formation et cetera et cetera. Et on va faire la même chose avec le manager. Les managers, on en a 250 dans le monde. Alors on va pas faire de l'auto-évaluation parce que c'est quand même compliqué de demander à un manager de s'auto-évaluer. Sur des soft skills, tout ça, c'est compliqué. On va faire des 360°. Alors là, ça crée il y a quelques petits nœuds dans la gorge et dans le ventre, mais tant mieux, ça fait bouger le corps social, ça permet de réfléchir, tout ça. Donc on va se lancer là, on va lancer une opération, au cours du prochain trimestre, sur, le 360 pour, mesurer les écarts entre ce qu'on attend d'un manager aujourd'hui et enfin demain pardon, avec, la digitalisation, avec l'usine point 4.0 et cetera et cetera. Tout ça, on le rentre dedans, hein, et ça commence par le COSTRAT, le comité stratégique d'Inotera qui doit, fixer ou essayer de définir ce que c'est qu'un manager chez Inotera. Moi, je me fous de savoir ce que c'est qu'un manager ailleurs que chez Inotera, c'est pas mon sujet. Par contre, il est forcément spécifique puisque c'est une boîte spécifique. Elle construit des médicaments, elle fabrique des médicaments et elle fabrique tout ce que je vous ai raconté, dans une sorte de climat social, une façon de travailler. Comment dirais-je? Cet axe très humaniste de l'entreprise, ben, un manager Inotera, il peut pas ressembler, forcément à un manager d'à côté. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le manager d'Inotera et plus particulièrement le manager de proximité parce que ça, c'est un métier super compliqué et c'est très facile de le critiquer. C'est Alors, même trop simple de le critiquer. ils vont avoir un retour avec les 360, Ouais, mais en amont, ils vont avoir parce que, tu leur as mis aussi chaque salarié qui reprend le boulot est amené à remplir une grille de 5 questions que vous avez concoctées maison, hein, là, pour le ouais, coup, mmh, sur comment il a appréhendé la période passée, bilan et ouais, projection, vous l'avez appelé, hein, oui, sur le bilan qu'il fait de la période passée et comment il se projette, dans quelle mesure ouais. il et donc là, ça sera l'occasion aussi pour le management d'avoir une deuxième lame potentiellement Ouais, sur, exactement. voilà. Ouais, tu me connais un peu, j'ai voulu un peu les chatouiller de ce côté-là. Mmh. J'avais pas envie, j'ai été sollicité comme tous mes confrères et collègues, par, des milliers de cabinets de conseil qui me disaient qu'il fallait que j'interroge mes collaborateurs, qu'ils avaient des trucs d'enfer et tout et tout et tout. Je me suis dit: «Ça c'est l'idée d'interviewer c'est grâce aux consultants, hein. L'idée d'interviewer les collaborateurs à leur retour en déconfinement, ouais, super. L'idée de le faire en externe, non, pas super du tout. Ça regarde en interne, le manager et individuellement chacun de ses collaborateurs. Donc j'ai proposé avec force et conviction, que chaque, manager reçoive leurs salariés et puis pas voilà, c'est 5 6 questions, ça a pas de prétention. Faut pas que ça dure des plombes, ça dure, 5 10 minutes. Ça peut durer plus longtemps, je vous donnerai quelques exemples, mais voilà, chaque c'est un rendez-vous, voilà, qui redonne de la force au management de proximité qui était un peu en perdition ou en tout cas un peu critiqué à travers le baromètre. Et pourquoi j'ai fait ça? Je me suis rendu compte qu'il y avait des managers qui ça ne leur était pas venu à l'idée 2 minutes d'aller téléphoner pendant le confinement à son équipe. On n'a pas des équipes de 100 personnes, hein. On a l'équipe moyenne, elle est à 12 13 personnes. Il y a des managers qui n'ont pas eu l'idée d'aller passer un petit coup de fil, de voir juste comment ça allait, si les gosses n'avaient pas pris le pouvoir, si,
si le fait de devenir instit, c'était pas compliqué, si le fait d'être seul dans 30 mètres carrés en plein Paris, comment il vivait ça. Voilà. Donc j'ai pas voulu faire une chasse aux sorcières en disant, en portant un jugement: «Tu aurais dû, tu aurais pas dû». C'est fini, des managers s'en sont bien sortis, d'autres ont oublié de s'en sortir et je leur ai dit: «Bah, écoutez, vous allez prendre un rendez-vous qui va renforcer ou redorer un peu le blason». Donc voilà, sans prétention, c'est cinq-six questions. C'est très bien pris. C'est très bien pris et ça nous a permis, au-delà de ma ça a permis de détecter des sérieux problèmes parce que je trouve qu'on parle pas assez des difficultés de déconfinement Ouais. Ouais, qui ont ouais, c'est compliqué ça. Ça a plusieurs volets, plusieurs aspects. Ça va de celui ou de celle qui ont vécu 3 mois en tête-à-tête avec son chat, et qui sont à peine allés à la boulangerie du coin, donc là, reprendre le train, le métro, la bagnole, sortir, voir des gens et cetera, c'est très compliqué. Donc ça, c'est le plus facile à traiter parce que ça se voit, ils arrivent pas à venir au boulot, même dans les périodes, hors télétravail, mais ils arrivent plus à venir au boulot, donc c'est facile à détecter. Mais je vais vous donner un exemple. Hier, j'étais en train de prendre un café, à 1,50 m de distance, d'une des collaboratrices. J'étais en train de prendre un café, puis elle était devant l'évier. Elle a consommé, l'équivalent d'une douche pour se laver les mains. Je me suis dit: «Il y a un problème». Ça devenait, un tic nerveux. Elle se lavait nerveusement les mains et ça a duré, duré, duré. L'équivalent d'une douche, quoi, la douche du matin. Et là, je me suis dit: «Il y a un problème». Il y a voilà, donc ça m'a permis, à la blagounette avec ma personnalité, de lui dire: «Tiens, vous avez, économisé, autant d'eau qu'une douche». Elle a pas du tout ri, et là, j'ai vu qu'il y avait un problème et effectivement, il y avait un problème. Elle était présente, mais elle était pétrifiée de trouille, quoi, pétrifiée de trouille. Donc ça, je pense qu'il faut le prendre au sérieux et essayer, de les accompagner parfois, contre leur volonté, hein, parce que c'est compliqué d'avouer, qu'on n'arrive pas à descendre les escaliers, qu'on n'arrive pas à passer la porte, qu'on se lave les mains de façon pathologique, enfin et cetera, quoi. Tu as mis en place une assistance psychologique, hein? Mmh. Mmh. On a, quelques psychologues, en réseau qui peuvent, intervenir, et soutenir. Mais c'est c'est pas évident que les gens reconnaissent leurs difficultés et puis c'est pas évident de pousser, enfin de les aider, quoi. C'est un peu c'est voilà, c'est un peu délicat. Mais je pense que c'est notre devoir. OK, et puis c'est aussi le rôle du management de proximité aussi de faire en sorte que les personnes soient capables de parler, de verbaliser un peu ce qui se passe un peu, les difficultés. Exactement, tous les Mmh. clignotants ont été, détectés par les entretiens, de reprise là, les Ceux qui ont situations. déjà été faits. Ouais, OK. Ouais, OK, et déjà Puis après, c'est c'est là chouette. où tu te dis: «Attends, j'en suis au cinquième qui a un Mmh. problème de déconfinement. Est-ce que c'est pas plus global? Au-delà de l'entretien, est-ce que c'est pas plus global, quoi?» Tout à fait, Tu ouais. tu OK. vois, c'est des espèces de signaux faibles ou des espèces de points que tu mets sur une carte en disant: «Waouh, 50 entretiens, 5 problèmes de sortie de déconfinement. Est-ce que c'est pas plus large sur les 1000, quoi?» Entendu. Autre sujet, alors tu en as un peu parlé, le télétravail, ça a été vous aviez déjà un accord de télétravail Mmh. à hauteur d'une journée par semaine. Là, a priori, c'est la «révélation» entre guillemets. Enfin, bon, on est d'accord, c'est mode dégradé et cetera. Pour autant, ça vous a donné des pistes et bah, comment elle se présente? Comment la négociation d'un avenant, a priori, est déjà lancée? Et voilà, et question subsidiaire, dans quelle mesure, ben, ça t'amène à aussi intégrer d'une façon globale aussi peut-être une forme inégalité que ça peut aussi, sur les accès au télétravail, hein, et cetera, Ouais. et la façon de compenser ça? Alors nous, on est rentré dans le confinement avec un historique d'un an d'un accord de télétravail qui permettait aux collaborateurs, d'avoir un jour de télétravail par semaine. C'est imp Je pense que c'est important et ça fait une différence entre ceux qui l'avaient et ceux qui ne l'avaient pas. Nous, on l'avait et de l'avoir, ça nous a aussi permis de régler notre périmètre technologique. Par exemple, avant l'accord, on était sous Lotus. Quand on est rentré dans l'accord, on s'est dit qu'on ne pouvait pas continuer avec, un truc qui datait de ma grand-mère et donc on est passé dans la bibliothèque, Microsoft, 360.
5 et ça a permis de s'acclimater pendant 1 an à Teams, et cetera et cetera. Le travail, en virtuel voilà, donc on a été comme tout le monde projetés, dans le télétravail obligé, mais avec, une centaine de personnes qui, elles, déjà avaient pris, ce rythme de télétravail et d'utilisation, des outils. Bref, comme tous les autres, on s'est retrouvés en télétravail, obligé. Comme tous les autres, on a vu que finalement, contre les attentes de certains managers, haut gradés, qui disaient que ça pouvait jamais tourner le télétravail, tatati tatata. Miracle des miracles, Inotera a continué à produire, à vendre, à vivre, à facturer et cetera et cetera. Et donc avec le COSTRAT, on s'est dit: «Ouais, alors le déconfinement avec notre petit accord d'une journée là, on va pas être crédible quoi, voire on va même être ridicule». Et donc on s'est dit, qu'il fallait continuer, à offrir, cette organisation, à la stabiliser et à pouvoir, en profiter. Et donc on est rentré en négociation d'un avenant. Alors on n'a pas voulu faire un accord, un nouvel accord. On a fait un avenant expérimental de l'accord, dont tu parlais, l'accord d'une journée. On a fait un avenant. On est en train de bâtir et de négocier un avenant qui va pouvoir permettre, aux collaborateurs, sur des postes télétravaillables d'aller jusqu'à un mi-temps en télétravail. Heu et donc le confinement, ça nous a permis de quoi faire? De voir que ça pouvait tourner et de convaincre les plus sceptiques, les télétravaillables sceptiques, que ça marche. Deuxièmement, le télétravail forcé a montré que certains postes que nous avions exclus, comme télétravaillables dans le premier accord pouvaient l'être, notamment la maintenance. Alors vous allez me dire: «Mais comment on fait à maintenir à distance?» Non, mais comme toute personne en maintenance, ils ont des rapports à faire, à structurer, des analyses et cetera et cetera. Donc effectivement, quand ils sont au cul de la machine, il faut qu'ils y soient, mais quand ils font des rapports, qu'ils soient dans un bureau au fond de l'atelier ou chez eux, c'est la même chose. Le développement, c'est pareil, quand on fait des essais cliniques, faut être, devant la paillasse, mais quand on écrit un rapport sur l'essai clinique, on n'a pas besoin d'être devant la paillasse. Donc ça a montré que certains postes que nous avions écartés, dans le premier accord pouvaient au final être télétravaillables. Donc on en a et il y en a eu, beaucoup, hein, pas je parle pas là, je vous donne 2 exemples comme ça, mais il y en a eu, une bonne vingtaine ou trentaine qu'on a ouvert au télétravail. Donc ça, c'est la 2e chose, la troisième, je l'ai dit, de façon un peu goguenarde, ça a montré aux sceptiques, que ça pouvait marcher. Et ça, moi qui suis un fervent, partisan du télétravail de la première heure, parce que je crois que j'ai mené mon premier dossier dans les années 80, bah, voilà quoi, ça m'a permis de pousser fort là-dessus. On a, quelques spécificités, notamment, alors on a on permet puisque, on en a parlé largement, cet avenant est dans un contexte de réflexion autour de la QVT, et du baromètre social, enfin et cetera et cetera. On s'est dit, c'est même notre président qui, au moment de la réflexion préparatoire à cet avenant, a dit: «Mais et finalement, et si on n'offrait pas». C'était rigolo parce que c'était dans le cadre d'une discussion des enfants, des parents qui étaient devenus instits, enfin tout ça était un peu dans un brainstorming. Tout d'un coup, il dit: «Mais on va rentrer dans une période du mois de juillet et du mois d'août, les enfants partent chez les grands-parents, ils partent sans les parents. Et si on permettait aux parents, de passer une semaine, de vacances, avec leurs enfants, et de pouvoir télétravailler?» Et là, je sens que ça plaît beaucoup aux gens, donc on a permis une fois par an, comme ils veulent, quand ils veulent, en hiver, en été, au printemps, peu importe, de pouvoir cumuler 5 jours de télétravail, une semaine, donc pour pouvoir, réaliser un projet familial en commun tout en n'étant pas obligé de se mettre en congé payé. Je trouve que c'est intéressant parce que d'abord ça vient du président qui n'était pas au départ, super chaud au télétravail et aujourd'hui qui ne parle que de ça. Hem et puis ça a un écho, assez fort dans le corps social, quoi. De se dire: «Bah,
Ouais, ouais, si on emmène les enfants chez mamie, alors oui, c'est chouette, on rentre, on n'a plus les gosses pendant 3 semaines, mais en même temps, il faut les installer les gosses. Tout ça, ce serait peut-être sympa d'y aller au 14 juillet. Donc c'est un peu l'idée là d'offrir, cette possibilité et puis on en a profité aussi pour y glisser le télétravail, des personnes aidantes, pour les gens qui ont des enfants, des parents, des arrière-grands-parents, qui nécessitent d'avoir une surveillance, accrue et donc on a développé le télétravail pour les personnels aidants, qui n'a rien à voir avec le télétravail pathologique, mais Ouais, c'est important aussi. OK et Donc quel ça, c'est com en cours de signature. ouais et il y a une notion d'indemnisation du télétravail dans la négo, actuellement? Grave question. Oui, oui, Ouais, oui, elle est pour l'instant, en fait de 15 € par mois, qui pour nous couvre les frais de connexion, portables et cetera, enfin les téléphones portables et cetera et cetera. J'ouvrirai la réflexion, d'une indemnisation plus forte quand on pourra parler de flex bureau. Moi, je lis l'indemnisation du télétravail d'une façon assez forte, ouais. au flex bureau. On peut pas à la fois continuer à payer des mètres carrés vides et puis et puis indemniser l'occupation des locaux, personnels, quoi. Vous voyez? Tu vois, je suis un petit peu dans cette réflexion-là, c'est du donnant-donnant. C'est soit on accepte la notion de flex bureau et OK, je veux bien qu'on discute des autres mètres carrés, mais je ne vais pas cumuler, 200 mètres carrés ou 1000 mètres carrés vides avec, 1000 mètres divisé par, X foyers, quoi. Donc le fauteuil ergonomique, c'est pas encore pour maintenant, Non, non, pas encore pour non, non, maintenant. non, non, non. Non, D'accord. par contre, alors je rigole, mais par exemple, on fait passer l'APAV. On exige que l'APAV passe pour vérifier, et on le paye, hein. Mmh. Évidemment, c'est l'entreprise qui le prend en charge, bien sûr. Ça va sans le dire, mais c'est mieux en le disant. La Et conformité électrique, c'est ça? ah oui, 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 Ouais. oui et on a eu des refus, hein, durant l'année dernière, on a eu des refus. Il y a des gens qui font passer la PAV, tu as des fils qui pendouillent, tu as des trucs en faïence, tu as des câbles dénudés, enfin, ça c'est donc voilà, nous on demande à la PAV de nous valider le truc. OK. Après, on n'oblige pas les gens, enfin, comment dirais-je? On n'oblige pas les gens à imprimer, par exemple. Donc on les oblige pas à se fournir en imprimante, voilà, s'ils ont des choses à imprimer, ils reviennent au bureau, ils impriment Mmh, et OK. on n'exige pas qu'ils scannent des papiers, quand ils sont chez eux. S'ils n'ont pas de scanner, ils n'ont pas de scanner. Si on exigeait qu'ils scannent ou qu'ils impriment, alors ce serait à nous de payer l'imprimante. Ouais, OK. Non, non, mais le lien avec le flex, c'est intéressant et pour terminer, alors, vous allez, ils vont pouvoir aller jusqu'à mi-temps, c'est un gain en termes de qualité de vie au travail. Moi, je vois, nous, on est en train de préparer sur Miroir le cas d'une entreprise où ils conditionnent dans la négociation en cours d'un accord de performance collective l'élargissement du télétravail, comme vous, à une baisse à une augmentation du nombre de jours travaillés. Hein, sur le non, non, mais je j'ai pas dit que c'est qu'à chez vous, mais ils font le lien. Ouais, Moi, je te pose la question, pour terminer, c'est le côté, «l'iniquité» entre guillemets, est perçue comme telle par les salariés des usines. ouais, Comment ça va se jouer par rapport tu parles de corps social, OK, le télétravail pour les gens du siège et pour les autres? Avec quelle compensation? alors en toute humilité, moi, c'est une réflexion, qui s'est déclenchée il y a peu de temps. Je lisais la presse internationale et il y a un journal italien, qui m'a sauté à la figure. Il y a un titre d'un journal italien qui m'a sauté à la figure, puisque, le journaliste titrait, un de tes collègues titrait que c'était la première grève des télétravailleurs, au monde, à Turin. Qu'est-ce que c'est que ça, des télétravailleurs, qui font grève? Ça m'a d'ailleurs fait marrer parce que, comme je vous l'ai dit, dans les années 80, je m'intéressais au télétravail. Pendant 10 ans, on était un peu trois ou 4 en France. Dans les années 90, les syndicats ont commencé à s'intéresser au télétravail, mais pris par le mauvais volet. C'est qu'est-ce que le télétravail va détruire et non pas qu'est-ce qu'il va créer. Ça, on était dans les années 90 et l'un de leurs grands trucs, c'était, ça va diviser le corps social, les gens vont être isolés, ils vont pas réussir enfin, ça va être compliqué d'aller les mobiliser, et cetera, et cetera. Et là, paf!
20 ans après, 30 ans après, première grève des télétravailleurs. Et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'ils foutent à Turin? Pourquoi ils se sont mis en grève?» Et en fait, ils se sont mis en grève parce qu'il y avait de l'inéquité entre les gens qui pouvaient télétravailler et ceux dont le métier, par essence même, ne pouvait pas être télétravaillable. Moi, ça m'a fait tilt, donc j'ai pas de réponse construite à t'apporter à cette excellente question. Moi, j'ai une réflexion en train de me dire que il va y avoir une nouvelle discrimination qui va naître à propos du télétravail, qui est effectivement, il y a des postes qui, par nature, ne pourront jamais être télétravaillables. Et on pourra faire ce qu'on veut, on pourra avoir des centaines d'années d'amélioration technologique. Un métier à tisser, tu n'arriveras jamais à le déménager dans ta cuisine pour aller construire des bas de contention. La mise en capsule de médicaments, tu pourras jamais avoir une machine, une encapsuleuse dans ton salon, c'est juste impossible. Et donc, c'est vrai qu'on alors on pourrait très bien se dire, bah, il a choisi son job ou il l'a pas choisi, bah, voilà, il est sur un job non télétravaillable. Allez hop, passe ta route. Ouais, ça, c'est un peu simple. Et donc, je me suis dit: «Mais comment on va résoudre ce problème-là?» parce que les grèves des télétravailleurs turinois, là, je me suis dit: «Ils sont foutus en grève». Voilà, il y a et c'est vrai, je crois vraiment qu'il va y avoir une discrimination là. Et comment on peut y répondre? C'est compliqué. Il y a moi, les quelques pistes que je suis en train d'analyser et avec, une commission, hein, il y a des partenaires sociaux qui vont se mettre à réfléchir avec moi à ça. Et je m'appuie, j'ai lu aussi des trucs sur les sociologues qui commencent à travailler, les penseurs du travail, tout ça, qui sont en train de l'intelligentsia du droit du travail, de la sociologie du travail est en train de vibrer, enfin de frissonner autour de ça. Il y a plusieurs pistes. Il y en a une qui m'intéresse, c'est de me dire, c'est un peu ce qu'a fait, je me suis un peu inspiré de la réflexion de PSA, là, ils ont négocié un très bel accord de QVT, global qui intègre le télétravail et ils disent: «Quelle que soit la nature du poste, tout collaborateur de PSA peut, t pourra, exercer son activité, ailleurs que sur son poste habituel, dans un contingent de 30 jours par an, je crois. Donc ça, c'est intéressant de se dire, mais finalement, moi, je l'ai pris comme ça, je me suis dit: «Tiens, c'est vrai qu'on parle beaucoup de réveiller l'intelligence individuelle et tatati et tatata, mettre en place les intelligences collectives et patatin patin couffin». Moi, je crois, c'est peut-être mon métier de consultant, je me suis beaucoup intéressé à la reconversion professionnelle. Moi, je suis un convaincu parce que je l'ai vécu pendant 30 ans qu'il y a des gens à qui on demande de faire un job, mais à côté, ils ont des compétences qu'ils ne peuvent pas exploiter dans le cadre du job. Et ben, peut-être que sur les chaînes de montage, c'est peut-être le PRI qui fait PSA, je ne sais pas. Sur les chaînes de montage, il y a des gens qui disposent de compétences qui vont au-delà de leur métier à tisser. Et si on les exploitait, ces compétences, dans le cadre de projets transverses dans l'entreprise? Nous, à l'heure où je vous parle, dans les 3 prochaines années, on a plus de 60 projets techniques, RH, paye, enfin, il y en a, et voilà, sur les 3 prochaines années. Est-ce qu'on ne pourrait pas permettre à des gens de venir nourrir la réflexion collective parce qu'ils détiennent des compétences? Par exemple, c'est un peu illustré, mais il y a plein de gens, qui travaillent sur nos métiers à tisser, qui ont, des engagements, associatifs, trésorier d'un club de foot, chargé des sponsors de l'équipe de handball et cetera. C'est des compétences ça. D'aller, faire la retape, dans les entreprises pour, toucher du pognon, pour faire vivre une association sportive, c'est une compétence. Sauf que le type ou la nana, du lundi au vendredi, il est sur son métier à tisser. Qu'est-ce que l'entreprise peut faire de cette compétence-là? Donc moi, je suis en train de travailler autour de ça, de se dire: «Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité que des travailleurs, des collaborateurs puissent, exercer ou mettre en œuvre des compétences dont ils disposent et qui ne sont pas, leur quotidien?» Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est se dire: «Bon, heu et si on imaginait, je parle de chez Inotera là, bah, la semaine à 4 jours avec une vraie équipe de VSD, pour les gens qui ne peuvent pas télétravailler et qui pourront jamais être télétravailler, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de faire une semaine de 4 jours?» Réflexion, hein, Ouais, réflexion. intéressant. Mmh. Et comme ça, bah, ils peuvent pas télétravailler, mais ils ont un week-end de 3 jours par semaine.
Mmh. Enfin voilà, vous voyez, tu Ouais, vois, clair. c'est des pistes comme ça que alors j'ai pas de solution, je te livre ma réflexion, je vais engager une réflexion avec les partenaires sociaux là-dessus, très en amont, qui débouchera peut-être sur rien, mais je crois pas qu'on ait le droit de fermer les yeux à ça parce que je crois que ça va nous arriver sur le coin du nez, Ouais, très bien. cette Ah, espèce de nouvelle discrimination-là. ah, Mmh. mais très bien de l'anticiper, effectivement. Mais la piste, effectivement, l'aménagement du temps de travail dans les sites de production. Ouais, parce qu'il y a déjà des pistes un peu foireuses, hein. J'ai lu de ci, de là qu'il fallait, ouais, non, mais tu vois, après tu vends du rêve aux gens là, Faut faire qu'il attention. fallait désormais quand on va envisager la reconversion d'une personne, de le reconvertir sur des postes télétravaillables. Ça, c'est un tout petit peu, je pense, faire, secouer les paillettes quoi, hein. Si OK. tu prends un avec tout le respect, hein, encore une fois, j'ai un respect immense. C'est je baigne depuis 30 ans là-dedans, dans la reconversion professionnelle, l'outplacement et cetera. Hem, tu qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui a travaillé sur une machine-outil pendant 20 ans, qui en a 40 et 45, de lui dire qu'il va falloir s'orienter vers un poste télétravaillable, donc plutôt un poste support, enfin un métier de support et cetera. Ouais, c'est fermer des portes aussi, hein. Mmh, mmh, Ouais, puis c'est de mmh, faire croire, enfin voilà, mmh. je ferme pas la porte à la réflexion. On va dire que je prends ça avec, de multiples pincettes en me disant: «Ah, on va pas faire rêver les gens. On va pas». Mmh, restons déjà sur leur poste, Mmh. restons avec leur capital de connaissances et de savoir-faire et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer, pour un peu réduire, ce risque de distorsion entre ceux qui pourront télétravailler et ceux qui pourront jamais? Re Moi, si l'année dernière tu avais fait le on avait tu m'avais interviewé, je t'aurais dit que, les postes du télétravail étaient ouverts au métier du support et cetera. Le covid, il nous a obligés à reconnaître que certains postes qu'on croyait vraiment fermés au télétravail, ils ont réussi à télétravailler et ils ont réussi à maintenir leur cap et ils ont réussi à faire en sorte que Inotera s'en sorte, durant ces 3 mois-là. Donc on a ouvert. On s'est dit: «Bah, on disait que c'était pas possible, nos collaborateurs l'ont prouvé». Donc restons sur les métiers actuels des gens et regardons comment ça s'organise et regardons ce problème de discrimination parce que, c'est peut-être aujourd'hui un mot fort, mais il va arriver. C'est clair. Entendu. Bah, écoute, merci Xavier pour cet entretien, et Merci puis à à toi, bientôt et à à suivre. bientôt, Merci, à bonne bientôt. journée. À Bonne bientôt. journée, au revoir.